Mamadou Tandja. Mamadou Tandja, le monde entier lui a dit, ne change pas la constitution, ça va te créer des problèmes. Non, non. Et la fois passée, il criait comme un bébé. Non, je suis malade, on ne peut pas me donner les médicaments. On a dit, ah bon, on te l'a dit, tu n'as pas voulu croire. En résidence surveillée, non, ceux qui étaient là l'ont dit, il pleurait réellement, pleurait comme un bébé. Président Mamadou Tandja, c'est lui qui faisait la tête au monde entier. Ne soyez pas surpris si demain vous voyez Gbagbo en train de pleurer. Il aura voulu, et c'est le moment de changer, il ne veut pas le faire. Dans un pays comme le nôtre, qui vient d'entamer une année électorale, notre espoir est que le bon Dieu et les dieux de nos ancêtres vont nous protéger contre les cauchemars que nous vivons, que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et que la paix va prévaloir et qu'il y aura réellement une transition paisible ou une continuité paisible, pourquoi pas aussi, en matière de gouvernance dans ces pays. J'ai dit, je vous remercie. Il y a des préoccupations particulières par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Toujours la bienvenue. Bref, la communauté internationale. Mais néanmoins, le président sortant ne veut pas céder la place. On constate que jusqu'à l'heure actuelle, il a le contrôle de l'armée et des institutions. Quelle est selon vous les pistes de solutions concrètes afin d'y remédier à la crise ivoirienne dans le but de sauver la démocratie en Afrique? J'ai dit et je vous remercie. J'ai dit que, effectivement, nous étions optimistes quant à la proposition de la CEDEAO et que nous pensions que la crise sera résolue par le truchement du dialogue. Mais que nous sommes en même temps favorables à une action militaire si cela devient la seule solution. C'est ça en fait les dictats du terrain. On ne sait pas contourner cette réalité-là. Okay, c'est pourquoi nous avons dénoncé le président ghanéen qui s'est en fait désisté de cette voie-là de la CEDEAO. Mais je voulais d'abord faire une petite problématique avant de poser la question, à moins que je ne sais pas si vous m'autorisez à le faire. Oui, professeur, vous savez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire exporte son cacao aux États-Unis. Il y a eu des problèmes entre la Côte d'Ivoire et la France. Quand il y a eu une fête organisée par la France en Côte d'Ivoire de l'armée, il n'y a que la colonie ivoirienne qui n'était pas représentée. Et ça a choqué l'État français. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça, professeur, l'ingérence de la communauté internationale dans les professeurs, pourquoi ne pas faire ce qui a été fait au Zimbabwe, au Kenya? Parce que c'est le même cas qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas suivre cette voie-là, professeur? Merci beaucoup. Ce sont deux questions plutôt qui se retrouvent. Le premier a parlé de l'ingérence de la communauté internationale et le deuxième parle du fait de ne pas accepter les recomptages seulement puisque la communauté internationale ne le veut pas. Pourquoi ne pas rejeter la position de la communauté internationale et recompter carrément? Eh bien, moi je dois dire ici que les gouvernements africains qui se plaignent souvent de l'ingérence de la communauté internationale sont des gouvernements coupables. Puisque ce sont les mêmes forces avec lesquelles ces gouvernements sont en train de collaborer. Mais quand il s'agit de poser des questions sur les choses, sur la manière de gouverner, sur les choses qui se passent dans les pays, ça devient l'ingérence. Mais quand c'est pour nous donner l'argent ou bien nous donner ce dont nous avons besoin, tout va bien. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si vous savez que rien de louche ne se passe chez vous, pourquoi avoir peur que quelqu'un y jette un coup d'œil? Vous n'avez peur que puisque vous savez que vous ne faites pas les choses correctement. Et c'est là où on crie sur le toit, ingérence étrangère, ingérence étrangère. Je ne dis pas cela sans reconnaître le fait que, oui, certaines puissances étrangères peuvent influencer la gouvernance dans des pays faibles. Ça, c'est très vrai.
influencés à leurs propres intérêts. Mais les gouvernements irresponsables d'ingérence comme une lance, disons, une fer de lance. C'est devenu l'échappatoire le plus disponible. On veut faire ça. Oh non, c'est ma souveraineté. C'est ce que dit aujourd'hui le président iranien. Vous êtes engagé dans des activités nucléaires qui posent un danger au monde entier. On vous pose la question, oh non, ingérence. C'est mon pays, c'est ma souveraineté. Et c'est cette hypocrisie que nous sommes en train de dénoncer ici. Il est vrai que notre position reste impopulaire vis-à-vis de ceux-là qui ne veulent pas sentir l'Occident. Tout ce que fait l'Occident est mauvais. Non, ce n'est pas vrai. On l'a vu ici avec la RDC. On tue les journalistes. On pose la question, non, ingérence. C'est notre problème. Comment votre problème quand on est en train de tuer des journalistes jour après jour? Nous devons cesser avec cet échappatoire d'ingérence étrangère. Nous ne sommes plus à l'ère de la colonisation. Personne ne viendra coloniser la Côte d'Ivoire, personne ne viendra coloniser la RDC. Ce ne sont que des contrôles temporaires, des contrôles ponctuels qu'ils veulent exercer pour maximiser le bien-être de ces populations-là. Nous devrions plutôt acclamer les forces étrangères qui sont inquisitives vis-à-vis de la manière dont nos gouvernants sont en train de diriger. Nous-mêmes, nous ne savons pas le faire puisqu'on nous a muselés. Et c'est pourquoi les ONG étrangères, les États étrangers parfois, sont paralysés, sont corrompus. C'est ça la raison d'être de l'interférence, entre guillemets, des puissances étrangères. Nous ne disons pas que ça doit se faire à l'aveuglette. Nous devons être vigilants, mais nous devons permettre une troisième opinion, une troisième voie. Nous, les gouvernants, le peuple et tierce communauté internationale. C'est ça. Si on a négligé de revenir sur ça, je vous l'ai dit, ce sont deux forces qui se sont annihilées. On a bourré là-bas, on a bourré aussi ici. Pourquoi revenir sur ça? Alors que c'est le même phénomène qui a été constaté dans les deux camps. Ah bon, ils ont bourré, nous bourrons aussi. Alors qui est coupable? Personne ne l'est, mais tout le monde est coupable dans ce cas. Donc c'est pour cela en tout cas que j'estime que la communauté internationale a été plus sage en refutant toute possibilité de recomptage, car en fait ça nous amènerait selon moi au même résultat. Petite question, monsieur le professeur. Après avoir suivi votre exposé, je me suis posé deux petites questions. La première question, je cherche de savoir comment on peut concilier la vision cytologique que vous avez évoquée dans votre exposé. Je dois d'abord commencer par dire que, en introduisant l'idée sur l'élection à 1 ou 2 tours, je vous ai dit que nous devons avoir le courage de parler des sujets aussi difficiles, aussi complexes que celui-là. Je ne vous ai pas dit que j'étais d'accord avec cette proposition. Je vous ai dit que nous devons la discuter, voir ses côtés positifs et ses côtés négatifs. On ne peut pas dire d'emblée que on ne veut pas entendre parler de ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Encore une fois, c'est votre droit. Mais nous sommes des scientifiques. Et c'est ça que je suis en train d'encourager, la curiosité scientifique, de visiter toute proposition et de l'évaluer objectivement pour en tirer ce que l'on peut en tirer. Prétendre que un seul tour peut entraîner des situations d'insécurité ou encore d'indisposition dans certaines parties de la RDC n'est pas totalement faux. N'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas aussi nécessairement vrai. Ça peut être des tactiques pour effrayer les gens, pour alarmer les gens, et partant décourager la proposition. Je continue à croire que la proposition doit s'appliquer mutatis mutandis, c'est-à-dire en tenant compte des adaptations qui viennent des dictats liés à chaque environnement. Mais on ne peut pas d'emblée dire qu'elle est inapplicable. Non, non. Et c'est ça que je voulais que vous compreniez. On
voit par exemple des gens, des dirigeants, lorsqu'ils sont aux affaires, ils prennent des décisions parfois créant certaines institutions. Mais ils sont les premières personnes à ne pas reconnaître ces institutions-là. Lorsqu'il y a par exemple un problème, ils sont les premiers à utiliser ces institutions comme si c'était des propriétés privées. C'est-à-dire qu'ils pensent que puisqu'ils ont fabriqué, ils ont décidé et créé ces institutions étant au pouvoir, ils pensent qu'ils peuvent les manipuler comme ils veulent à leur gré. Alors, quelle solution pouvez-vous proposer pour que l'on parvienne à un esprit qui reconnaisse quand même les institutions à leur gré? Merci. Question que nous avons mentionnée dans les différentes causes de la crise ivoirienne. Je vous ai dit que il faut à tout prix consolider les institutions. Et la consolidation s'est faite dans un premier temps en favorisant la méritocratie au point de vue du recrutement. Que ceux-là qui animent les institutions soient les personnes qui conviennent réellement pour ces dernières. Quand on est capable et on est à sa place, on ne peut pas se faire chanter, même par celui qui vous a nommé. Le simple fait que vous m'ayez mis à une position quelconque ne me pousse pas à oublier mes responsabilités à votre égard. Donc, on ne peut pas nécessairement condamner celui qui nomme. On condamne les nommés aussi. Et souvent, les gens, dans notre pays par exemple, on est prêt à violer la Constitution, à faire du n'importe quoi, mais garder son travail. Tu vois, tellement la pauvreté est prévalente, tellement le sens de l'honneur est très courant dans notre société, obtenir un poste, en tout cas, on ne veut pas lâcher, quelles que soient les conditions. Et c'est pourquoi on vous dit, par exemple, qu'au Congo, il n'y a pas d'homme d'État. Pourquoi? Puisque personne n'a le courage de faire une bêtise dans ce pays et de démissionner. C'est ça qu'on appelle l'homme qui vit par des principes. J'ai commis des bavures, je m'excuse, je me retire. Mais on n'a pas ces hommes-là dans notre pays. Quelqu'un voudrait accepter à manipuler les boîtes électorales pour satisfaire le président, plutôt que de dire, tu me demandes de faire ça, je ne peux pas le faire et je démissionne. Personne, tu ne vois pas un mal démissionner. Tellement il y a des clics d'enrichissement qui se sont créés dans la CEI, en tout cas partir, ça serait... On a vu Bochab démissionner ici,